bonjour à tous. J'étais censée faire une présentation avec mon collègue Guillaume Frémondière qui n'a pas pu être là, donc je m'excuse auprès de vous pour son absence. Du coup, il y a une petite modification par rapport au titre du fait de ce réarrangement. Donc je vais plutôt vous proposer un titre qui s'appelle « La génomique afin d'augmenter l'efficacité de la sélection ». Donc en fait, moi, je vais vraiment axer mon exposé sur vous présenter comment est-ce qu'on peut utiliser la génomique en création variétale pour augmenter l'efficacité de la création. Je vais articuler mon exposé autour de 3 points. Donc je vais commencer par présenter un certain nombre de définitions qui seront peut-être un peu techniques, mais qui, je pense, sont nécessaires pour bien comprendre la suite de l'exposé. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet en abordant certaines applications de la génomique en création variétale. Et enfin, je vais terminer par présenter comment la génomique est actuellement intégrée à l'ITEPMI. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec les définitions et en commençant par se poser la question « qu'est-ce que la génomique ?» Pour ça, j'ai besoin de partir d'une plante. Voilà. Donc, les plantes sont constituées de cellules. Et dans les cellules, et plus précisément au niveau du noyau, il y a des molécules qui ressemblent en fait à des bobines condensées qu'on appelle l'ADN. Cet ADN, en fait, va contenir l'information qui va permettre d'expliquer les caractères agronomiques qu'on observe au niveau de la plante, comme la taille de la plante ou la couleur des feuilles. Du coup, et cet ADN-là, enfin toute cette information génomique, l'ADN de la plante, c'est également ce qu'on appelle son génome. Je ne suis pas prête, je suis petite. Merci. Pardon. Donc, je disais, donc l'ADN qu'on retrouve au niveau du noyau d'une plante, c'est également ce qu'on appelle le génome. Donc, la génomique, ça revient à étudier un organisme à travers l'analyse de son génome. L'information, donc ce que je disais, c'est que dans le génome et dans l'ADN de la plante, il y a l'information qui permet d'expliquer les caractères agronomiques qu'on va observer au niveau de la plante. Cette information-là, elle est codée. En fait, comme pour le langage informatique, pour faire un parallèle imagé où on va voir des mots qui vont être codés en une succession de caractères de 0 ou de 1, au niveau de la plante, les caractéristiques agronomiques vont être codées dans l'ADN avec des unités de base qui sont ATCG. Et l'articulation, en fait, l'organisation de ces unités de base va donner ce qu'on appelle une séquence ADN. Et du coup, étudier le génome d'une plante, ça revient à avoir accès à ce code et à avoir accès à la séquence ADN. Pour ça, il y a 2 cas de figure. Soit on peut parcourir l'ensemble du génome, point par point, et aller regarder à chaque point dans le génome l'information qui est contenue, donc décoder chaque base de l'ADN. Ça, on fait ça avec une méthodologie qui s'appelle le séquençage de génome entier. Une autre option, c'est d'utiliser des balises pour aller mettre en lumière uniquement certaines régions dans le génome, et aller obtenir l'information uniquement à cet endroit-là. Ça, c'est quelque chose qui est possible avec une méthodologie qu'on appelle le génotypage, et les balises qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des marqueurs moléculaires. Alors, il existe tout un panel de marqueurs moléculaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici de tout ça, mais on pourra revenir dessus dans les questions. Mais en gros, voilà, c'est pour positionner ce qu'est un marqueur moléculaire. De même, si je veux faire un parallèle en fait imagé, c'est comme si on regardait la ville de Chemillé avec 2 cartes. Une première carte qui va être plutôt très détaillée, où on va avoir une information précise de tout ce qu'il y a, des immeubles et tout ça. Et une deuxième carte qui est moins détaillée, qui a seulement des grands points principaux, mais qui permet cependant d'avoir une vision d'ensemble de la ville de Chemillé. Donc ça correspond au génotypage. Moi, pour la suite de mon exposé, je vais plutôt axer les exemples d'application sur le génotypage et l'utilisation de marqueurs moléculaires. Une dernière notion que j'aimerais aborder avec vous, c'est la notion de la variabilité génétique. En fait, lorsqu'on prend 2 individus et qu'on regarde au niveau de leur séquence ADN, ici avec des marqueurs moléculaires, on peut observer en fait au niveau des séquences des différences dans l'information qui est contenue. Cette différence-là, c'est ce qu'on appelle la variabilité génétique. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans la génomique, en tout cas en création variétale, parce que c'est cette variabilité génétique qui va permettre de caractériser ou de distinguer des individus. Donc ça, c'est une propriété qui est utilisée dans ce cas-là.
Donc pour conclure sur cette première partie de définition, donc ce qu'on a vu, on a pu voir les notions de génomique. Donc la génomique, c'est l'étude d'un organisme à travers l'analyse de son ADN. On a également pu voir ce qu'étaient les marqueurs moléculaires, qui sont des balises qui renseignent sur le contenu du génome à certains points donnés dans le génome. Et enfin, on a pu aborder la notion de variabilité génétique, donc qui est la variation au niveau des génomes qui va permettre de distinguer les individus. Donc, je vous propose maintenant de passer directement aux applications et donc à l'utilisation des marqueurs moléculaires dans le cadre de la création variétale. Une première chose, c'est qu'il faut disposer de marqueurs moléculaires. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit on va travailler sur une espèce qui est hautement documentée, qui a été très travaillée par d'autres équipes et pour lesquelles on dispose dans la littérature de données de marqueurs moléculaires. Donc là, dans ce cas de figure-là, il suffit de prendre l'information qui est dans la bibliographie et de la transposer à la population d'études avec laquelle on travaille. Le deuxième cas de figure, et là c'est souvent ce qui concerne les espèces qui sont travaillées en PAM, c'est qu'on va avoir affaire à des espèces qui sont peu documentées, du moins du point de vue de leur génomique, et dans ce cas de figure-là, il va y avoir tout un travail en amont de développement des outils moléculaires. Cet aspect-là, en fait, a été traité à l'ITEPMAI il n'y a pas longtemps, à travers le projet Génoparfum, donc qui était un projet CASDAR qui a couru de 2015 à 2017, et qui avait pour objectif d'améliorer la connaissance sur le génome de la lavande et de développer des outils moléculaires sur la lavande afin de pouvoir les utiliser derrière en création variétale. Donc c'est un projet qui a été mené en partenariat avec l'INRA et puis l'Institut adossé à l'ITEPMAI qui est le CRIEPAM. Et donc, dans ce projet-là, on a utilisé une méthodologie qui a été mise en place pour la première fois à l'ITEPMAI, qui a permis, à partir, donc on n'avait pas grand-chose sur la lavande, qui a permis de développer 8000 séquences de gènes de lavande pour lesquelles on a une piste, des indices en fait sur les fonctions dans lesquelles elle serait impliquée et du coup sur les caractères agronomiques dans lesquels il sera impliqué, si je prends un petit raccourci. Et on a également pu développer un réservoir de 400 000 marqueurs moléculaires qui sont en fait autant de marqueurs qui sont disponibles pour être testés et validés pour leur application en création variétale. Oups. Donc ce que j'aimerais que vous reteniez de cette diapositive, c'est que là, on a mis en place avec le projet Génoparfum une méthodologie qui a pu être testée et qui est complètement transférable à d'autres espèces si ces espèces s'il y a un besoin de développer des marqueurs moléculaires sur une espèce. Et l'autre point, c'est que la lavande peut être considérée dans ce cas de figure comme une espèce pivot, et du coup, les résultats qui ont été obtenus sur la lavande pourront être rapidement ou du moins facilement transférables à d'autres espèces de la famille des Lamiacées. Donc maintenant qu'on a ces marqueurs, l'idée c'est de savoir quelles sont les possibilités d'utilisation. Une première chose, c'est d'utiliser des marqueurs pour faire du diagnostic. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un exemple de la filière plan-sain lavande-lavandin pour présenter mon exemple. Donc il y a des gens dans la salle, notamment du CRIEPAM, qui pourront mieux vous parler de cette filière que moi, en tout cas plus dans les détails. Mais là, rapidement, pour vous situer le contexte, donc la lavande, c'est une espèce phare cultivée dans le sud-est de la France, qui depuis une dizaine d'années est sujette à une maladie qu'on appelle le dépérissement dû au phytoplasme du stolbur. Donc le phytoplasme, c'est une sorte de bactérie qui a pour vecteur une cicadelle. Et lorsque le phytoplasme se retrouve dans la plante, dans les plantes de lavande, le phytoplasme va altérer la nutrition de la plante et ça va conduire à un dessèchement, voire à une mort du plant de lavande. Du coup, afin de contenir un peu l'épidémie, de contenir la maladie, il y a des questions qui ont été posées, des projets qui ont démarré au début des années 2000 même, qui visaient en fait à trouver des options, des possibilités de contenir la maladie. Donc ce qui a été fait, c'est qu'il y a des outils moléculaires qui ont été développés qui permettent spécifiquement d'identifier la présence de l'agent pathogène dans un plant de lavande. Donc en fait, c'est des marqueurs moléculaires qui ont été développés et qui peuvent être utilisés en routine sur des plants pour vérifier la présence ou pas de l'agent pathogène. Et ces marqueurs moléculaires-là ont été utilisés et ont servi à mettre en place une filière plan sain. Du coup, il y a des plants de lavande qui peuvent être produits et certifiés indemnes de phytoplasme. De même, dans le cas quand il y a des contrôles qui sont faits, ce sont des marqueurs qui sont utilisés pour vérifier la présence ou pas du pathogène.
Donc, juste pour préciser, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on échantillonne une plante et qu'on récupère l'ADN qu'il y a dans la plante, si l'agent pathogène est présent dans la plante, au moment de la récupération de l'ADN, on va récupérer celui de la plante et celui de l'agent pathogène. Et après, il n'y aura plus qu'à passer les marqueurs moléculaires dessus pour certifier ou pas la présence ou l'absence de l'agent pathogène. Cette méthodologie-là qui a été mise en place dans la filière lavande-lavandin, elle est complètement transférable à d'autres systèmes. On peut travailler sur d'autres pathosystèmes, donc d'autres plantes et d'autres maladies, et on peut également travailler sur un autre matériel de base. Donc ici, on travaille sur la plante, mais on peut tout à fait envisager d'aller détecter la présence ou pas d'un agent pathogène sur la semence. Et l'autre point que j'aimerais préciser, c'est que cette capacité-là des marqueurs moléculaires à distinguer la présence d'un individu, à certifier la présence ou pas d'un individu, peut être utilisée en création variétale, en authentification variétale, pour s'assurer que la plante qu'on a entre les mains, c'est bien celle qu'on s'attendait à avoir. Une autre possibilité d'utilisation des marqueurs moléculaires, c'est pour la gestion et la caractérisation des ressources génétiques. En fait, là, pour illustrer mon propos, je vais m'appuyer sur le projet Génolabier, qui est un projet qu'on va déposer prochainement au CASDAR. Et donc, j'ai représenté ici avec mes petits pots de basilic une collection. Donc une collection qui a été prélevée, échantillonnée dans différents points, différents lieux géographiques, et qui est conservée dans une station en vue d'être utilisée plus tard en création variétale. Ce qu'on peut faire, c'est aller regarder le génome de chacune des plantes qui sont en collection, qui sont représentées ici par mes 2 traits noirs, positionner sur le génome des marqueurs moléculaires, et aller étudier la variabilité au niveau de ces marqueurs moléculaires qui ici est représentée avec les variations de couleurs. Avoir cette information, ça peut être assez intéressant pour, par exemple, repérer dans la collection des doublons. Par exemple, 2 plantes qu'on a prélevées sur des sites géographiques différents, du coup, on pouvait émettre l'hypothèse qu'elles sont potentiellement différentes, mais quand on regarde leur génétique, on se rend compte qu'au final, c'est des plantes qui sont identiques, voire ou très très proches. Et donc ça peut permettre d'éliminer les doublons des collections et d'ainsi optimiser, mieux dimensionner la taille des collections qu'on va ensuite garder en conservation en station. L'autre point intéressant, c'est d'utiliser les marqueurs moléculaires pour structurer les collections, c'est-à-dire identifier les individus qui ont des génétiques très proches, des individus qui ont une génétique plutôt distante. Et avoir cette information, c'est intéressant parce que concrètement, quand on va faire un croisement, on va prendre 2 plantes, les croiser et mélanger le patrimoine génétique des 2 parents. Et donc, on va avoir dans la descendance des individus avec des génomes qui sont une mosaïque des génomes parentaux. Si on choisit des parents qui sont très proches génétiquement, après croisement, on va avoir au niveau de la descendance une mosaïque de... Oui, dans le génome des plantes, on va avoir une mosaïque des génomes des descendants qui est très proche en fait des génomes parentaux, parce que quand on va croiser 2 individus qui se ressemblent beaucoup, à la fin on va avoir des individus qui se ressemblent entre eux et qui ressemblent aux parents. Par contre, si on choisit des individus qui ont des génétiques distantes, on va avoir dans ce cas-là toute une gamme de combinaisons possibles qui va découler sur toute une gamme de caractères agronomiques possibles qu'on va pouvoir observer, voire détecter des nouveaux caractères d'intérêt. Ça, en fait, c'est des basiliques pourpres. C'est pas des plantes mortes. Donc, en fait, avoir cette information-là, ça peut vraiment être pertinent parce que ça va permettre d'optimiser les choix des parents en amont de la création variétale et de ce fait améliorer l'efficacité en fait, de la création variétale en amont. Le dernier point que j'aimerais aborder, alors je n'ai pas regardé mon chrono, mais je compte sur toi, Alan, pour me dire. Merci. Le dernier point que j'aimerais aborder, du coup, en fait, en introduction, ce que je disais, c'est que le génome, qui est représenté ici, contient l'information qui va permettre d'expliquer un ensemble de caractères agronomiques de la plante. Donc ici, j'ai repris architecture foliaire, composition en huile essentielle et résistance aux mildious. En fait, avec des analyses, avec du phénotypage précis, du génotypage
et des analyses statistiques qui conviennent. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais pareil, on pourra en parler plus tard en question. Mais en tout cas, avec ces 3 composantes-là, on peut aller identifier quelle région du génome contrôle quel caractère. Et avec les marqueurs moléculaires, on va pouvoir ainsi identifier des marqueurs moléculaires lorsqu'ils sont très près ou dans les régions qui contrôlent le caractère qu'on cible. On va pouvoir aller identifier des marqueurs moléculaires qui sont dits associés avec les phénotypes d'intérêt. Et cette caractéristique-là pourrait être utilisée directement en création variétale. Donc, j'illustre mon propos. Donc, on reprend nos petits pots de basilic. Et là, je vais m'appuyer sur l'exemple du projet Basimil. Donc ici, l'objectif, c'est... donc on a une variété élite qui est très belle, très grande, verte, mais qui a des caractéristiques agronomiques très intéressantes, mais qui est susceptible au mildiou. Et à côté, on a une autre accession de basilic qui a des caractéristiques agronomiques moins intéressantes, mais qui a l'avantage d'être résistant au mildiou. Et là, l'idée, c'est de réussir à intégrer la résistance de ce parent dans la variété élite. Avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la diapo précédente, en fait, on peut identifier, grâce à du marquage moléculaire, des analyses statistiques et du phénotypage précis, on peut aller repérer dans le génome la région qui confère ce caractère de résistance. Et du coup, quand on va faire les croisements et avancer dans la génération de sélection, on va avoir au niveau de la descendance des individus qui présentent des mosaïques des génomes parentaux. Là, en fait, sans marquage moléculaire, techniquement, on est censé prendre les descendants, les mettre au champ et faire un essai pour évaluer quel descendant est résistant ou pas à la maladie, et ensuite sélectionner les résistants pour les envoyer au cycle de sélection suivant. Ici, avec le marquage moléculaire, on va pouvoir précocement identifier les descendants qui ont le maximum de chances en fait, d'exprimer la résistance et ainsi de pouvoir éliminer à un stade très précoce les descendants qu'on ne va pas garder pour la suite du programme de sélection. Et donc là, ça va permettre d'optimiser les individus qu'on va mettre et cultiver en champ, et enfin mettre à l'essai pour évaluer la résistance à la maladie. L'autre point intéressant avec ça aussi, c'est que si on est face à un caractère agronomique qui est très coûteux à phénotyper, donc ça dépend du coup du caractère sur lequel on travaille. Avec cette méthodologie, plutôt que de faire un essai ou du phénotypage à chaque cycle de sélection, on peut évaluer la faisabilité de par exemple faire l'essai un cycle sur 2 et du coup un cycle sur 2, regarder uniquement la génétique des plantes pour sélectionner celles qu'on va envoyer à la génération de sélection suivante, quoi. Donc ça peut être intéressant, ça peut être une piste intéressante à suivre. Pour conclure sur cette partie, le message que je voudrais laisser, c'est qu'il faut vraiment voir la génomique comme un outil d'aide à la création variétale. C'est un outil qui va permettre d'augmenter l'efficacité de sélection à différents stades. Donc là, je résume au niveau des questions qui sont liées à la gestion et la conservation des ressources génétiques. Ça peut également être utile pour tout ce qui est outils de diagnostic, pour faire des semences ou des plants certifiés et pour de l'authentification variétale. Et ça peut être également donc, directement utilisé en création variétale pour suivre la transmission d'un caractère d'intérêt ou pour réfléchir à la réduction des volumes de phénotypage. Donc, j'ai terminé mon exposé en vous présentant comment la génomique est intégrée à l'ITEPMAI. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas non plus complètement récent, parce que par exemple, l'exemple sur la filière plan sain, c'est des études qui ont démarré vers les années 2000. Mais en fait, là, il y a une accélération dans la mise en place de cet outil au sein de l'ITEPMAI. Donc ça passe par la constitution d'un réseau avec des partenaires privés ou publics qui ont une compétence, une expertise dans le domaine. Ça passe également par la mise en place de projets dans lesquels l'ITEPMAI est partenaire ou porteur du projet. Donc, j'ai cité notamment Géno Parfum et Basimil dans mon exposé, mais il y a également Géno Lavande là, qui va commencer et d'autres projets qui vont émerger de discussions avec des partenaires privés et tout ça. Ça passe également par le développement de ressources internes. Donc, il y a du recrutement de personnel qui est fait.
Et il y a également l'internalisation de nouvelles compétences, et notamment toutes les compétences qui sont liées à l'analyse des données qui sont produites par les méthodologies de génomique. Avec là l'ambition en fait, de mettre au plus près les labos, donc la génomique, des questions agronomiques. Et enfin, il y a aussi un investissement matériel qui est en cours, et notre ambition, c'est de pouvoir mettre en place au sein de l'Institut un certain nombre d'analyses en routine, par exemple pour du diagnostic ou pour l'étude de ressources génétiques, pour pouvoir internaliser ces méthodologies-là à l'ITEFMAI. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention, et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions ou des points d'éclaircissement. Merci.